Bonjour, bienvenue dans ce nouvel épisode du Medcast. Aujourd'hui, on passe sur l'item 223, le rétrécissement aortique. En réalité, vous verrez dans le collège, c'est un item sur les valvulopathies de manière générale. Mais moi, j'ai choisi de faire un épisode spécifiquement sur le rétrécissement aortique, qui est déjà assez conséquent. Donc, peut-être, enfin même probablement qu'il y aura d'autres épisodes sur les autres valvulopathies du même item. Mais on fait chaque chose en son temps, le but c'est de tout connaître de toute façon, mais sans se bourrer le crâne non plus. Déjà vous verrez qu'il y a beaucoup d'informations dans cet épisode, donc je pense que commencer juste par là c'est déjà très bien. Et on va commencer, on reprend l'histoire, on avance encore un petit peu plus loin, on découvre un peu plus, il y a un poil d'anatomie, un peu de physiopathologie et de la pathologie de manière générale. C'est parti. Après quelques jours de marche le long du fleuve, ils entendirent un bruit régulier, intense et rude. Ils arrivèrent à l'embouchure, au lac sans fin. Ce lac, dont tout le groupe entendait parler depuis leur arrivée sur Ponty, était encore plus grandiose dans la réalité. Il devait faire une dizaine de kilomètres de diamètre avec une forme relativement circulaire. Ils voyaient, au loin, la ville de Ratusian. Mais le lac était très instable. En son centre, un tourbillon était présent. Continuellement, il aspirait tout ce qui s'en rapprochait. On dit que si quelqu'un se faisait emporter, il mourrait en tournant dans l'éternité, sans fin. Il y avait eu quelques incidents de reportés depuis quelques centaines d'années, mais les corps n'ont jamais été retrouvés. On ne sait pas où mène ce tourbillon ni où va l'eau. Le lac possède deux fleuves qui lui amènent de l'eau, mais n'a aucune sortie, si ce n'est ce tourbillon. Si on revient au fleuve, le fleuve fait une quinzaine de mètres de large, puis se rétrécit avant de se jeter dans le lac. Le rétrécissement est dû à trois plaques de calcaire qui se sont formées au fil des ans. Deux plaques latérales et une centrale au milieu même du cours d'eau. Depuis peu, on commence à observer un élargissement avant le rétrécissement. D'après les locaux, les plaques de calcaire baissent le débit du cours d'eau se jetant dans le lac, donc l'eau stagne en quelque sorte, avant le rétrécissement, ce qui engendre une dilatation du lit du fleuve à cause de la pression causée par l'accumulation d'eau. Toutes ces modifications ne sont pas très graves en temps normal, mais lors de fortes intempéries, lorsque la quantité d'eau dans le fleuve augmente, il commence à y avoir des dérèglements. L'eau n'est plus suffisamment évacuée dans le lac, le niveau monte en amont, dans le fleuve, et inonde tous les villages bordant le cours d'eau. Cela arrive principalement lorsqu'il y a des dérèglements climatiques. Médicis avait beaucoup entendu parler de ce lac, mais n'avait jamais eu l'occasion de le voir en vrai. Il posa sa main, à plat, sur le bord d'eau. Il ressentit un frémissement à la surface. Tout comme pour le pont des Flammes, la situation de l'embouchure du fleuve était en train de se dégrader. Si les calcifications venaient à s'empirer, le débit pourrait drastiquement changer et stopper le tourbillon. Bien que son fonctionnement soit encore inconnu, on sait tout de même qu'il est indispensable à l'évacuation du surplus d'eau du royaume. Il indiqua ses craintes à ses compagnons. Pearl prit l'initiative et se rapprocha du fleuve, au plus proche. Il calcula la vitesse de l'eau. Elle s'écoulait à 4 mètres par seconde, ce qui est très rapide pour ce type de rivière. Puis Milo arriva. Il aimait beaucoup les technologies et avait toujours toutes sortes d'instruments sur lui. Il sortit un baromètre et mesura la pression avant les calcifications et après. Il trouva une différence de 40 millimètres de mercure. Ces valeurs étaient très inquiétantes et forçaient Milo à proposer une solution. Le choix le plus simple était l'intervention de Julie. Mais après les dégâts du rocher à Onk, il n'était pas très prudent de réutiliser ses pouvoirs tout de suite. Il fallait d'abord trouver ce qui n'allait pas avec ses pouvoirs dans ce royaume. C'est alors que Trizy avança. Elle mit son poing en avant, le retourna et ouvrit sa main. Elle avait une bague posée dans sa paume. Elle dit « Il est temps que j'apprenne à me servir de cette bague que j'ai récupérée à Gaï. On a vu que son pouvoir permettait de trancher des blocs de diamants, alors ce n'est pas ces calcifications qui devraient poser problème. » Pearl la prévint alors. « Fais attention, si tu te contentes de retirer les calcifications, l'eau ne sera plus du tout contrôlée, et ce sera désastreux. Tu dois former de nouvelles plaques qui faciliteront l'écoulement sans le rendre libre. » Trizy hocha la tête en signe d'approbation. Elle souffla fort et mit la bague à son doigt. Elle s'approcha du bord et posa la main sur le sol. Après quelques secondes de concentration, un bruit venant du sol se fit entendre. Des pics d'une allure métallique sortirent des calcifications et les coupèrent en morceaux. Les bouts se détachèrent et furent emmenés par le fleuve. Lorsqu'il n'en restait plus, les pics changèrent de forme,
s'aplanir et prirent la même forme que les calcifications en beaucoup moins grand, évitant d'empêcher l'écoulement de l'eau. Le débit et les pressions se stabilisèrent. Pour le moment, le lac ne risquait plus de catastrophe. Personne dans le royaume ne saura jamais ce que les voyageurs ont fait ce jour-là, alors qu'ils ont probablement sauvé l'avenir du pays. Il ne reste plus que quelques heures de marche avant d'arriver à Ratusian. Fin de l'histoire. On est au bout. Vous avez vu une histoire qui raconte encore plutôt physiologique, j'ai envie de dire. Mais c'est important, on va passer au médical et comme d'habitude, on commence par la définition. Du coup, le rétrécissement aortique, c'est la valvulopathie la plus fréquente. C'est pour ça qu'on commence par elle notamment. C'est un obstacle à l'éjection du ventricule gauche au niveau de la valve aortique. Et le plus souvent, l'étiologie elle est dégénérative et c'est chez les plus de 65 ans. À l'embouchure du fleuve, dans l'histoire, il y a 3 plaques de calcaire qui représentent les 3 feuillets de la valve aortique. Du coup, j'en profite pour faire un petit rappel anatomique. La valve aortique, c'est une valve à 3 feuillets. Les feuillets, on peut aussi les appeler des cuspes ou des sigmoïdes. Il y a un cuspe antéro-gauche, un antéro-droit. Les deux sont en regard des sinus qui permettent l'irrigation des coronaires. Et enfin, il y a un troisième cuspe qui, lui, n'est pas lié au coronaire. En systole, on a le gradient de pression ventriculo-aortique qui va ouvrir les valves vers l'aorte pour éjecter le sang. Donc, très simplement, en systole, le ventricule se remplit, la pression augmente et quand la pression dépasse un certain stade, ça ouvre les valves et ça éjecte le sang. Et ensuite, elle se referme en diastole et le sang restant dans l'aorte, il revient pour irriguer les coronaires. Parce que pour rappel, les coronaires sont irrigués en diastole. Et avec le vieillissement, ces cuspes, elles peuvent s'épaissir, devenir plus rigides ou se calcifier, ce qui restreint leur mobilité. Donc on a dit que le plus souvent c'est dégénératif chez les plus de 65 ans, mais il existe aussi chez 1 à 2% de la population une bicuspidie. En gros, on va avoir 2 cuspes au lieu de 3 sur la valve aortique, ce qui va augmenter le risque de rétrécissement aortique. Attention, s'il y a une bicuspidie, il n'y a pas forcément un rétrécissement aortique, ça augmente juste la chance. Et du coup, la restriction de mobilité qui est entraînée par la calcification, entre autres, ça va entraîner une modification de ce gradient de pression ventriculo-aortique. Ça peut aussi entraîner une hypertrophie pariétale et une dysfonction diastolique. Globalement, comme le sang il passe moins bien dans la valve, le ventricule gauche doit pousser plus fort et on obtient une hypertrophie ventriculaire gauche. Et donc là, ça nous fait une petite transition vers la physiopathologie avec la baisse du débit et l'eau qui stagne, ce qui entraîne une dilatation du fleuve en amont. Donc on va expliquer un peu tout ça. Pour le gradient de pression, de base, quand il n'y a pas de rétrécissement, il y a une pression qui est presque égale entre le ventricule et l'aorte. Et quand on a ce rétrécissement aortique, ça va augmenter la pression dans le sens d'une hyperpression ventriculaire. Et on va dire que c'est un rétrécissement serré lorsque le gradient moyen dépasse les 40 mm de mercure, comme la pression calculée par Milo dans l'histoire. Cette modification de pression, ça va impacter les contraintes pariétales. Donc là, on va parler un peu de physique, selon la loi selon la loi de Laplace. Donc je vous laisse aller voir la loi de Laplace si ça vous intéresse. Mais ce que ça nous dit, c'est que quand on a une augmentation de la pression, on a une augmentation de la contrainte. Et donc pour compenser, on va avoir une augmentation de l'épaisseur pariétale. Donc autrement dit, les valves s'ouvrent mal, la pression augmente dans le ventricule, ça augmente la contrainte, donc le ventricule s'hypertrophie pour compenser. Cette hypertrophie, elle va altérer la compliance ventriculaire et ça va entraîner un ralentissement de la relaxation, donc de la diastole, ce qui fait qu'on a une augmentation de la pression diastolique, ce qui augmente aussi l'importance de la contraction atriale pour le remplissage en diastole. C'est un peu un effet de chaîne, un effet en cascade. Et tout ça, ça fait que si ces modifications ne sont pas suffisantes ou trop importantes, il peut y avoir une insuffisance cardiaque ou des poussées d'insuffisance cardiaque, ça fait partie des complications. Ce qui arrive notamment lorsqu'il y a des dérèglements climatiques, ce qui change le cours normal du fleuve. Donc en temps normal, le fleuve n'a pas de problème, comme le rétrécissement qui est souvent et longtemps asymptomatique, mais lorsqu'il y a des dérèglements, le rétrécissement peut se manifester
par une dyspnée d'effort, un angor d'effort et une syncope d'effort. C'est-à-dire qu'en temps normal, il n'y a pas de symptômes, mais quand on va commencer à faire un effort, on va avoir des symptômes, la dyspnée d'effort, l'angor d'effort et la syncope d'effort. Bon, on sort un peu de la physiopathologie, on va passer à l'étiologie. Chez les patients jeunes entre 30 et 65 ans, on va penser à la bicuspidie aortique. Et si on a une bicuspidie, il faut penser aussi à rechercher un anévrisme de l'aorte et une coarctation. C'est des petits trucs entre guillemets bonus auxquels il faut penser. Et chez les patients plus âgés, ce qui est le plus fréquent, ça va être dégénératif avec des calcifications qui vont rigidifier les valvules. Et donc pour découvrir ce rétrécissement, soit on va entendre un souffle, soit il va y avoir les symptômes, soit on va avoir une insuffisance cardiaque qui nous permet de faire la découverte du rétrécissement, ou bien, dernière possibilité, ça peut être découvert fortuitement par une échographie. Donc là, Medici va commencer à examiner en posant la main sur la surface et sentir un frémissement. Quand on examine le patient, à la palpation, on va retrouver un frémissement palpatoire quand le patient il est en fin d'expiration penché en avant. Et donc pour chercher ça, on va poser le plat de la main sur le foyer aortique. Et si c'est évolué, on va aussi ressentir un élargissement du choc de pointe en bas et à gauche. À l'auscultation maintenant, comme évoqué au tout début de l'histoire, il y a un souffle mésosystolique, éjectionnel intense, et il va être rude et râpeux, et va irradier vers les vaisseaux du cou. Et tout ça c'est renforcé par une longue diastole, et il peut aussi être associé à un souffle d'insuffisance aortique. Dans les rétrécissements serrés, il y a aussi une abolition du B2. Ça fait beaucoup, mais voilà, faut connaître. Là, peut-être que ça c'est mieux expliqué dans le collège, mais c'est le souffle avec ses caractéristiques qu'il faut connaître. Faut savoir différencier un souffle. Ensuite, Pearl et Milo vont faire des calculs de pression et de vitesse de débit, et ça c'est ce qu'on va rechercher en examen complémentaire à l'écho-doppler transthoracique. Donc de base, en examen complémentaire, on peut faire une radio thoracique et un ECG, mais ils peuvent être normaux, notamment quand c'est peu évolué. Donc l'examen clé, c'est l'échographie Doppler transthoracique. Il nous permet de confirmer le diagnostic. On va avoir une valve calcifiée ou remaniée avec une ouverture des sigmoïdes modifiés, mais ça nous permet aussi de quantifier le degré de sévérité grâce au Doppler, qui peut nous permettre de mesurer la vitesse maximale. Si la vitesse est supérieure à 4 mètres par seconde, comme dans l'histoire, c'est sûrement un rétrécissement serré. On peut aussi calculer le gradient de pression, comme on l'a déjà dit, qui est supérieur à 40 mm de mercure dans le rétrécissement serré. Et enfin, chose que je n'ai pas indiquée dans l'histoire, mais on peut aussi mesurer la surface valvulaire aortique, qui est inférieure à 1 cm² quand c'est serré. Ensuite, l'échographie Doppler transthoracique peut apprécier le retentissement ventriculaire hémodynamique. Donc ça va nous permettre de rechercher l'hypertrophie ventriculaire gauche, la dilatation du ventricule, l'altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche, une baisse du débit cardiaque et une augmentation de la pression artérielle pulmonaire, pour rappel l'effet de chaîne. Et enfin, cette échographie peut aussi éliminer une autre atteinte valvulaire associée. Souvent, on peut avoir une atteinte de la valve mitrale, mais aussi du cœur droit. Ça permet aussi de mesurer la taille de l'aorte, ce qui est important, surtout quand on a une bicuspidie. Il faut mesurer la taille de l'aorte, c'est indispensable. Parmi les autres examens complémentaires, ça existe le cathétérisme. Ça, c'est ce qu'on va faire chez les patients peu échogènes, mais c'est pas beaucoup fait. Et on peut aussi faire une épreuve d'effort pour vérifier le caractère asymptomatique du rétrécissement. Parmi les complications, on va retrouver l'insuffisance cardiaque, évidemment, mais aussi tout ce qui peut toucher le cœur, donc la fibrillation atriale qui est mal tolérée, des troubles de la conduction, une mort subite. Plus rarement, on peut aussi avoir une endocardite, une hyperexcitabilité ventriculaire ou des embolies calcaires systémiques, voire, dernière possibilité qui est très rare, une anémie fériprive qui est liée au syndrome de Hyde. Mais ça, je ne vais pas détailler. Et donc, on finit l'histoire, pour revenir à ça, par Trizy qui va remplacer ses plaques avec sa bague. En fait, le traitement, c'est de remplacer chirurgicalement la valve. Soit on va mettre une prothèse mécanique, qui a l'avantage d'avoir une longue durée de vie, mais elle impose un traitement anticoagulant à vie. Elle est plutôt indiquée chez le sujet jeune. Soit on met une prothèse biologique, qui elle par contre a un risque de dégénérescence à 10-15 ans,
mais elle évite le traitement anticoagulant et donc elle va être plutôt indiquée chez les plus de 65 ans. Et si la chirurgie est impossible, il existe aussi l'implantation percutanée d'une valve aortique, ou encore il y a la valvuloplastie percutanée, mais elle est quasiment abandonnée maintenant parce qu'elle présente un haut risque de resténose précoce. Bon, je vais détailler encore un tout petit peu plus. En ce moment, je fais des épisodes très longs, mais bon, c'est des items assez gros que je fais. En termes d'indication, il faut prendre en charge un rétrécissement aortique serré symptomatique. S'il est serré asymptomatique, on va préférer une surveillance, sauf évidemment s'il y a une épreuve d'effort anormale, s'il est très serré avec une vitesse maximale qui est supérieure à 5 mètres par seconde, et si elle s'aggrave rapidement lors de la surveillance, ou enfin s'il y a une altération de la fraction d'éjection du ventricule gauche. Et dans le cas d'un rétrécissement avec une dysfonction ventriculaire, donc une fraction d'éjection qui est inférieure à 35%, là c'est très compliqué parce que le risque opératoire il est plus important et le pronostic il est moins bon. Mais au final il faut se dire que le pronostic à long terme il est toujours meilleur chez les patients opérés que chez ceux qui ne sont pas opérés. Et évidemment pour tout ça il y a le bilan préopératoire. Voilà, ça paraît logique. Et sur ce, je vois que l'épisode est très très long. Donc je vais m'arrêter là. Je vous remercie de l'avoir écouté. Je vous souhaite de bonnes révisions.